Le débat autour de cette révision du code électoral est toujours aussi haletant. On en parle toujours un peu plus chaque jour qui passe. Les groupes politiques de la mouvance sont sortis ces derniers jours pour faire leur compte rendu et exprimer, en tout cas lever le voile sur la couleur, en tout cas leur position quant aux limites qu'il faut accorder ou apporter à cette relecture ou une refonte ou révision de la Constitution. On en sait un peu plus à la lumière au regard de ce qui a été dit ce soir par cette conférence de l'Union progressive de renouveau et il y a quelques jours pour ce qui concerne le bloc républicain. Du côté des démocrates, on sent déjà les premières crispations. La position de l'honorable Arossi en est quelque peu le reflet. Nous allons rapidement revenir sur en tout cas sur le jeu des différents acteurs à la date d'aujourd'hui avec Habib Adjaï. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir chers camarades débatteurs, voilà. Bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, acteur politique aussi, on parle politique donc il faut donner l'identité précise et entrepreneur dans la vie. Innocent Winner Godonou, journaliste sportif et enseignant d'allemand. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Habib Adjaï, on en parlait dernièrement. On avait à un moment de la semaine, le lundi, le mardi, on n'avait que le son de cloche des députés issus du parti d'opposition Les Démocrates. Entre-temps, on en sait un peu plus sur la position des deux autres partis de la galaxie présidentielle. Qu'est-ce que tout cela vous inspire à la date d'aujourd'hui? Cela m'inspire que l'honorable Achade a fait un compte rendu fidèle, très fidèle, parce que pour avoir l'écouté, lu aussi, transcrit tout ce qu'il a dit, j'ai écouté la conférence de presse de l'UP Le Renouveau cet après-midi, fait par l'honorable Aké. Nous avons écouté aussi nos amis du BR, en partie ici et là, et certains députés des démocrates. J'avoue que dans l'un ou dans l'autre des camps, le compte rendu a été fidèle, pas de virgule ajoutée, ni retranchée, sous la différence que pour nos amis de l'opposition, le président de la République a réussi à gagner leur cœur. Parce que j'avoue que je suis impressionné. Toutes les fois que j'ai réécouté l'honorable Achade quand il a fait le compte rendu. Et je voudrais simplement dire bravo au président de la République qui a réussi sa communication. C'est un pari gagné, le challenge, pour avoir réussi quand même à faire passer son message. Au premier vue, c'est l'impression que j'ai, le sentiment que j'ai eu pour avoir écouté les uns les autres. Mohamed Lamidi. Bon, on a dit, ou on le disait, Isma a dit que une fois que le groupe parlementaire LD, les démocrates, a restitué ce qui a été dit lors de la séance de la rencontre avec le chef de l'État, qu'il était de bon ton, que les autres aussi, ceux de la mouvance UPR et BR, puissent aussi restituer ce dont ils ont parlé avec le chef de l'État, étant donné que la rencontre ne s'était pas déroulée ensemble, que c'est chaque groupe qui a été reçu séparément, ce qui a été fait. Et donc, en écoutant les uns et les autres, en se fiant à ce qui est dit, on peut dire là déjà que les positions se rejoignent pour parler de ce qui a été dit. D'accord? Donc, ce que le BR a dit, ce que l'UP a dit ne s'éloigne pas vraiment de ce que les démocrates ont eu à dire. Oui. Quant à ce que le chef de l'État insiste sur le fait qu'il faut trouver le consensus, quant au fait que il n'est pas
demandeur d'une révision de la Constitution. Et quant au fait qu'il faut réviser le code et voir est-ce que c'est ceux qui sont en fonction actuelle des députés, mais ou bien sûr, enfin, pour régler le problème de l'égalité, de la rupture d'égalité, telle que la Cour l'a recommandé. Donc, en prenant les choses de cette façon, sauf que il faut voir ou il faut constater que déjà, étant donné que de toute façon, il faut que la décision, il faut que, enfin, comme je peux le dire comme ça, la décision vienne de quelque part. On a remarqué quand même que du côté de la mouvance des partis, à savoir principalement le BR, on sent déjà leur, comment je vais dire, ils ont plus ou moins les idées claires. Et quand on a écouté les démocrates, même si on ne sait pas ce qu'ils veulent, on sait au moins ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils parlent de réviser le code, mais qu'eux, ils ne seraient pas pour une révision de la Constitution. On a écouté le BR et à l'analyse du discours, enfin, de la conférence de l'UP Le Renouveau, on sent clairement que si la révision du code électoral pour rester conforme, pour parfaire les choses, nécessiterait d'aller toucher aussi à la Constitution, eh bien, ils seront prêts à rechercher le consensus nécessaire pour pouvoir faire ce pas-là, qui ne ferait qu'arranger les choses. Voilà. Innocent Godounou. Oui, ben, ça fait quand même bonne impression. Hein. Déjà qu'après avoir rencontré le chef de l'État, d'abord, les démocrates ont essayé de donner, en tout cas, le contenu des discussions. Ensuite, je pense que les autres partis, les deux autres partis de la mouvance aussi l'ont fait. Moi, ce qui me réjouit, c'est justement la vitalité de l'engagement politique. Désormais, en fait, chaque force politique veut maintenir véritablement la relation avec le peuple, puisqu'il s'adresse au peuple. Il doit pouvoir dire clairement, puisque nous sommes dans une période très sensible et qu'il était important véritablement que le peuple soit informé des différentes tractations. Maintenant, en ce qui concerne la position des uns et des autres, je pense que le vrai débat sera fait à l'hémicycle où on aura un résultat à l'issue des discussions, à l'issue des sessions. Mais déjà, on peut que se féliciter d'abord de la volonté du chef de l'État de ne pas pouvoir imposer une décision, quelque chose, mais de rassembler toutes les forces politiques autour d'une préoccupation nationale qui est d'abord les élections 2026 qui arrivent. Et il était d'abord les trois forces politiques sont d'accord qu'il faille réviser le code électoral. Maintenant, le débat se fera au niveau de la Constitution parce que il y a certains qui pensent que la révision du code électoral doit forcément impliquer la révision de la Constitution, alors que les amis d'en face pensent qu'il fallait tout simplement se cristalliser sur la révision du code électoral. Voilà. Abiba Yahi, vous sentez déjà aussi cette différence qui commence, en tout cas ce marqueur entre les partis de la mouvance. Je rappelle l'élément de langage du bloc républicain. Réviser la Constitution n'est pas un crime. Pour l'UP aussi, on se dit qu'on peut y aller si nécessaire. Donc les partis de la mouvance déjà, on va dire, montrent la direction et marquent déjà, en tout cas, donnent déjà quelque peu leur position quant à ce qui doit être fait. J'avoue que loin des opinions des réseaux sociaux, des débats dans la rue, l'État ne se gère pas sur les réseaux sociaux. Le débat politique se fait au Parlement et par les sachants de la chose. Quand on va au Parlement, on va en connaissance de cause pour prendre parti
et discuter des intérêts du pays. Que je sois pour ou contre n'est pas le problème. Je parle de moi en tant qu'individu, en tant que citoyen. Mais je voudrais relever ici la conscience que devait avoir le citoyen que nous sommes. Nous devons accompagner nos élus du peuple à qui nous avons donné le pouvoir, à qui nous avons fait confiance pour aller parler en notre nom, au nom du peuple. Le débat qui se fait actuellement est très important. Ils ont le droit de le faire, chacun a le droit d'aller dans tous les sens, mais les députés, nos représentants, ont la responsabilité d'écouter non seulement le peuple aussi, mais de prendre leurs responsabilités historiques devant la nation. Le président de la République a dit quelque chose de très important. Que je sois opposant ou mouvancier, je dois pouvoir me retrouver dedans. Il dit, ne faites pas cas de moi, de mes intérêts, je suis en train de résumer à ma manière, à vouloir une constitution ou pas. Mais nous avons un problème. Voyez-vous, en s'adressant aux députés de l'opposition, en leur sein, la procédure, la manière, l'approche qu'il faut pour régler ce souci. Mais ça ne vient pas de lui, puisque c'est la Cour constitutionnelle, d'abord, qui a fait injonction dans sa décision DCC 24-001 le 4 janvier 2024. Donc, à partir de ce moment, nous avions dit et nous lu, et on nous a enseigné que les décisions de la Cour constitutionnelle font d'aucun recours et font objet de la Constitution. Donc, ça s'impose à nous tous. Par conséquent, c'est l'approche, la manière dont il faut faire qui est nécessaire. Et pour ça, il faut trouver un consensus. Le mot est sorti. S'asseoir. Le consensus, c'est quoi? S'asseoir. Le consensus, je reviens là-dessus. Hein. Oui, bon, j'ai mon approche du consensus. Je ne veux pas retourner dans mes approches, mais j'ai mon le consensus peut être global ou partiel. Pour résumer. Oui. Entre politique, le Parlement étant un haut lieu de la politique, asseyons-nous. Comment est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de ce piège-là qui nous guette, nous tous? Si c'en était un, réfléchissons. Je suis ouvert à toutes les possibilités. En le disant, le président de la République donne mandat ainsi à sa mouvance. Soyez à l'écoute, discutez avec l'opposition, voyons avec eux toutes les possibilités possibles pour que cette révision partielle soit effectuée. Je crois que la balle est dans le camp des démocrates. Parce que, à travers ce courrier déposé hier au secrétariat du président de l'Assemblée nationale, oui. Bon, selon certains, les indiscrétions les agitateurs des réseaux sociaux vont très vite. Non, vous savez, je pense que j'ai une information aussi pas officielle, mais qui presque, ce qui se confirme un peu presque officiel, presque officiel, qui dit qu'effectivement c'est soit officiel, soit ça ne l'est pas. Non, il n'y a pas de presque officiel. Qui dit oui, mais attendons de voir. Mais je crois quand même que les dés sont jetés et que aujourd'hui le destin du pays se trouve au Parlement, dans la main non seulement des démocrates, mais de la mouvance, et que chacun prenne la responsabilité qui est la sienne. Les différents leaders, en tout cas, montrent le chemin. On a eu, si on doit s'en tenir au compte rendu fait par certains journaux, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale du Parti des démocrates qui a de suite marqué son opposition à toute révision de la Constitution. Je veux parler de Basile Rossi. Donc déjà, chacun affiche très clairement sa position. Ou du moins, on voit les premières cristallisations, les premières crispations se faire jour. Vous savez,
ce qu'il nous faut, c'est de chercher à bâtir une société de vigilance et non une société de suspicion. Et la vigilance, c'est quoi? La vigilance, c'est l'écoute attentive des autres et l'éveil responsable des consciences. C'est ça la vigilance. Et c'est ce à quoi il faudrait inviter, en tout cas moi j'invite, et les élus, et les populations, le peuple de façon générale. Parce que il ne sert à rien de nier les difficultés. Les difficultés, on en rencontrera toujours dans la vie d'une nation. Et donc il ne sert à rien de nier les difficultés. Ou on choisit de les subir, ou on choisit de les éluder, ou on choisit de les vaincre pour pouvoir progresser. C'est ça même, et c'est tout à fait normal dans la vie d'une nation. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas vouloir les affronter. Je dis ça pour dire quoi? Pour commencer par dire que de ce que les trois partis ont eu à dire, on est tous d'accord que la révision de la Constitution n'est pas le débat du chef de l'État. Et donc, si on reste dans la forme prévue par la Constitution, que un groupe de députés introduise une proposition de révision de la Constitution, mais si cela est vrai, à supposer même que cela est vrai, je ne vois pas en quoi ça mérite un tollé. Dans les prérogatives, c'est tout à fait normal. Ils ont les prérogatives de le faire. Dans la forme, si la forme est respectée et si ça suit la procédure, ça suit, je ne vois même pas en quoi ça doit faire l'objet d'un débat. En tout cas, je parle de l'introduction. Je ne vois pas en quoi ça doit faire l'objet d'un débat. C'est celui à qui la Constitution a reconnu de faire la chose qu'il a fait. Et c'est dans la forme que ça doit être fait. Je ne vois pas en quoi ça doit faire un débat. Le débat, c'est, bon, ce qu'ils ont introduit là, ça contient quoi? C'est ça en fait la chose. Et quand je reviens à ce qu'a dit l'un des vice-présidents, je crois, du Parlement, qui en même temps est membre du parti, les démocrates, je parlais du deuxième vice-président, qui dit qu'il n'est pas question et qu'il ne voteront pas. La Constitution elle-même a prévu qu'on puisse la réviser. Et le fait même que eux aujourd'hui soient présents au Parlement en un nombre qui leur permet d'aviser, en réalité, quand les gens parlent de minorité du blocage, l'idée même, moi je dis, depuis 1990, la Constitution même a dit que on ne doit pas faire obstruction à ça. Parce que quand on dit le peuple en adoptant la Constitution en 1990, c'était déjà dans la Constitution qu'on peut réviser, ce n'est pas après qu'on a amené la révision. Donc ça fait partie de ce que le peuple a adopté. Le fait même de dire que nous on a dit au peuple qu'on ne va pas trahir le peuple, donc on ne va pas accepter la révision, c'est ça, la trahison même, c'est de ne pas faire ce que le peuple a dit en 1990. C'est pas le fait de dire que on a promis qu'il n'y aura pas de révision et donc il y aura pas, qu'on va bloquer ça. Non, ce que le peuple a dit en leur donnant 28 députés là, le peuple a dit ils peuvent vouloir réviser, mais quand ils vont vouloir ça, vous êtes là pour dire bon, si vous voulez réviser, on peut aussi faire ci, on peut aussi introduire ça. C'est ça en fait. À quoi ça, ou on peut refuser. C'est pas de dire refuser. Non, il n'y aura pas de révision. C'est de dire bon, vous voulez réviser donc. Vous voulez changer quoi? Pour avoir quoi? Est-ce que ça va dans l'intérêt général? C'est ça en fait, c'est à ça que c'est les limites. L'honorable a aussi, je pensais, dans son bon droit de vouloir dire. Attendez qu'il finisse. Ce que je dis, il ne sert à rien de faire de l'agitation, des polémiques stériles. C'est ce que je suis en train de dire. L'intérêt du peuple, est-ce que les problèmes du peuple sont là? Les problèmes du peuple ne sont pas là. Maintenant, si Basile aussi veut se racheter de sa boutade de la dernière fois, bon, ça c'est un autre problème. Moi, je ne veux pas me mêler de ce qui se passe à l'intérieur des partis. C'est pareil pour ceux qui disent que ce que les députés du bloc républicain auraient fait en introduisant, d'après ce qu'on a dit là, que ça ne respecte pas ce qui se passe. Ça là, c'est ce qui se passe à l'intérieur des partis. Ça ne concerne pas le peuple.
Ça ne concerne pas, c'est pas un problème d'intérêt général. Ça, c'est le possible à l'intérêt des partis. Si c'est pas respecté, ils iront en parler chez eux là-bas. Il faut pas ramener ça pour en faire un problème de tout le monde, pour commencer par dire que ça, c'est un autre problème. Si, moi, je ne peux pas dire à l'instant là que c'est vrai, mais si tant est que, effectivement, il y a eu introduction et que c'est le président du groupe parlementaire qui a apporté cette proposition, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Il n'a pas violé la Constitution. Il n'a rien fait contre la Constitution. Il n'a même pas... Ce qu'il a fait, c'est dans sa prérogative. Et donc, le débat ne devrait pas être là. Et ça, je le précise encore une fois. Maintenant, pour en revenir à la révision de la Constitution, pour en revenir à la révision du code électoral, est-ce que la seule révision du code électoral suffira pour le bon procès, pour le bon déroulement du processus électoral? C'est ça la vraie question pour moi. Et donc, si on se pose cette question, chacun maintenant est en mesure de dire oui, ça suffira, non, ça ne suffira pas. Pour ceux qui diront que ça ne suffira pas, ils auront leur argument pour dire, et là on pourra faire le débat. Mais moi je pense que la seule révision du code électoral ne suffira pas pour le bon déroulement du processus électoral. On ne va pas espérer chaque fois qu'à la veille d'une élection, que la Cour puisse venir nous dire, allez réviser tel, allez réviser tel. Il vaut mieux faire un choix qui met tout le monde d'accord et on ne réfléchira plus pour savoir à l'approche de chaque élection, est-ce que c'est ceux qui sont là qui parrainent ou c'est ceux qui vont être élus qui parrainent. Parce que de mon point de vue, on doit pouvoir permettre à ceux qui sont là de parrainer. Parce que eux, ils sont déjà là, ils ont fait un certain temps. Moi, je pense que le député qui a déjà fait 3 ans est mieux positionné pour apprécier qui veut être candidat que le député qu'on va élire en janvier et qui va parrainer celui qui veut être candidat en février. Écoutez, c'est vrai, si on va dans le fond, il faut regarder les choses telles qu'elles sont et faire des choix qui seront des choix équilibrés et on ne reviendra plus à la prochaine élection pour dire est-ce qu'il le faut comme ça. Maintenant, si on veut faire le débat dans le fond, eh bien, allons-y pour voir quelles sont les propositions possibles. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense d'abord que la Constitution béninoise, c'est notre Bible. Et une décision constitutionnelle fait forcément injonction aux acteurs politiques. Donc, la dynamique ou la situation qui prévaut actuellement est tout à fait légitime, puisqu'il y a la Cour constitutionnelle même qui l'autorise véritablement à ce qu'il y ait une révision. Maintenant, du code électoral. Maintenant, à travers les positions des uns et des autres, on voit, soit nous restons uniquement, nous allons nous cramponner uniquement sur la révision du code électoral, mais d'autres pensent qu'en révisant le code électoral, ça va forcément produire des implications dans la Constitution, d'où l'importance ou l'urgence de la modifier. Moi, personnellement, je pense qu'en réalité, que ici, dans les analyses, j'ai entendu parler de responsabilité historique. Je pense que cette responsabilité historique implique aussi ceux-là qui refusent qu'on révise la Constitution. Parce que pour le moment, il n'y a qu'un seul. Il y a ceux qui veulent, il y a d'autres qui ne veulent pas. Et donc, que ce soit ceux qui refusent ou ceux qui veulent le faire, la responsabilité historique, elle est là. Mais il s'agit réellement de l'avenir de notre pays. Et pour l'avenir de notre pays, ceux à qui nous avons placé confiance, il leur revient forcément de faire de bons choix. Et de décider. Mais moi, en l'état, je pense que d'abord, il faut réviser le code électoral. Il faut absolument réviser cela parce que comme ça, je pense que ça va créer un blocage. Ceux qui sont là aujourd'hui, les députés et les maires qui ont déjà fait 3 ans, légitimement, ils peuvent apprécier la crédibilité d'un candidat que de donner cette responsabilité à celui qui viendra et sera investi et il n'aura pas le temps véritablement de pouvoir faire un bon choix. Maintenant, quand on parle de la révision de la Constitution, en même temps, c'est assez subjectif. Il y a quand même des réticences. C'est vrai que la Constitution prévoit des mécanismes de révision pour progressivement la réviser.
Bon, pas progressivement. Bon, pour Oui, la réviser. Oui, on peut la réviser du tout au tout du jour au lendemain. Quand il y a une jurisprudence, quand il y a une situation, oui. et on voit qu'il y a tel article qui bloque, on doit trouver les mécanismes pour pouvoir débloquer. Donc moi, c'est ma préoccupation. C'est d'abord le code électoral, puisque c'est ça qui a été la pomme de discorde de par le passé. Pour moi, la révision de la Constitution, pour moi personnellement, n'est pas opportune. Je donne mon point de vue comme ça. Et c'est vrai que quand on parle de révision de la Constitution, il y a toujours des suspicions parce que l'autre, et je pense que j'ai oublié, Mohamed disait en fait qu'il faut une société de vigilance, mais malheureusement, on est en train de bâtir progressivement une société de méfiance, alors qu'on doit revenir vers les valeurs de confiance. Parce que quand il y a confiance, les différents acteurs ou les différentes forces vives peuvent travailler réellement. Parce que, rappelons-nous, en 2019, il y a eu révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, ça n'a même pas fait 4 ans ou 5 ans déjà. On est obligé, 3 ans, on est obligé encore de retoucher la même Constitution. Est-ce que les démocrates sont en mesure de porter cette responsabilité historique? Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est le Parlement qui va d'abord enclencher l'initiative. Donc le code électoral doit être révisé et ensemble, on verra si la révision de la Constitution est vraiment opportune et ça va servir aux intérêts supérieurs de la nation. C'est Habib Adjaï qui a, disons, introduit dans nos échanges cette histoire de responsabilité historique. Mais bon, c'est une responsabilité comme une autre. La Terre ne va pas s'arrêter demain. Bon, c'est une... Qui révise dans le consensus ou qui bloque avec leur minorité. C'est une responsabilité dans l'un ou l'autre des cas, c'est une responsabilité. Oui, non, je ne parle pas de responsabilité, je parle mais moi, le caractère historique de la responsabilité. Oui, le caractère historique, parce que nous en sommes à un carrefour. Il faut noter qu'il y a un Parlement, il y a 3 ans, qui a révisé la Constitution, défendu dans les médias. Moi, je fais partie de, puisque j'étais un soutien du président de la République, du gouvernement qui est là. Nous sommes passés partout où il faut pour vanter le travail qui avait été fait en son temps. Et vous voyez aujourd'hui, excusez-moi, je suis dans un média, je ne voudrais pas être grossier, avec quelle médiocrité le travail a été fait, permettez-moi de le dire quand même, il y a des sachants, des experts qui ont été là, des constitutionnalistes, et avec un gouvernement que nous avons, qui a présenté, qui a appuyé cette révision, et nous en sommes aujourd'hui là où tout le monde nous regarde, le monde entier nous regarde. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, mes impressions ne comptent pas. Je suis politique. Et je sais qu'au-delà de tout, en politique, on peut toujours avoir une situation de sortie. Mais l'essentiel, c'est de se parler. Et on verra s'il faut le faire ou pas. Et si on devrait le faire, c'est comment arriver à le faire pour que cela bénéficie au pays. C'est ce point que moi je note dans le compte rendu que le député a tchadé, pardon, je dis ministre, peut-être qu'il sera ministre certainement dans le gouvernement Talon bientôt, on ne sait jamais, un gouvernement d'union nationale, que l'honorable Atchadé a fait. C'est de grande importance en politique. Vous savez que la politique est avant tout communication. L'ouverture du président de la République. C'est très important. Du coup, je pense que il faut qu'il se parle. C'est déjà bien que ça reste une suspicion, une confirmation, que le débat s'ouvre et qu'on puisse introduire pour que les uns et les autres engagent le débat. C'est l'intérêt de la chose, qu'ils discutent et qu'ils s'engagent dans les différentes transactions. Et que ce que je voudrais demander aux députés BR ou à la mouvance, qu'on nous dise qu'on va introduire peut-être un pignon et après le reste va venir. Mais ça, c'est de l'intelligence. Non, écoutez, laissez-moi aller. C'est de l'intelligence politique, c'est de la ruse. Il faut éviter ça. Ne prenez pas des Béninois pour des
ce que vous imaginez. Nous sommes quand même, en tout cas, bêtes. Mais oui, mais pas si bêtes que ça. Pas si bêtes que ça. Non, n'insultez pas l'intelligence du pays. Moi, je soutiens en partie les actions du président de la République. Je dis oui, je suis moi je ne suis pas de la mouvance, je suis d'une opposition constructive. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de la mouvance. Quand le président de la République fait, et c'est bien, on dit bravo, on commente, on soutient. Mais quand il fait des erreurs, nous avons le courage de lui dire, là, ce n'est pas bien, et on peut faire des propositions. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Donc, et je voudrais vous rappeler que je suis ici en mon nom, et non au nom de mon parti politique. Du coup, le président de la République est resté dans une logique constructive jusque-là. Et ça, il faut l'accompagner, c'est ce que nous essayons de faire. Mais sa mouvance, je veux parler du parti BR, si c'était vrai, je suis au conditionnel. Et que, d'après leur introduction, le projet qu'ils ont, de révision qu'ils auraient introduit, ou avec un pignon d'abord, et puis le reste, on verra bien quand on aura. Ça veut dire quoi un pignon avec un jet, et puis après, on verra bien. Ils n'ont pas d'abord. Non, écoutez, on lit beaucoup de choses, et personne ne nous parle, tout est fermé. Vous avez dit que nous serons obligés de voyager dans leur tête. Nous allons rentrer dans leur tête et nous irons dans tous les sens. Permettez-moi de finir. Oui. Donc, du coup, je voudrais que, pourquoi pas, le président de la République n'a qu'à demander à sa mouvance les instruire, puisque ce n'est pas lui qui est porteur. Pour qu'on puisse quand même nous donner ce qu'on veut réviser, mais ça à la disposition du public. L'Assemblée, ça se fera là-bas. Mais nous voulons lire aussi, nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre et voir, pourquoi pas, puisque Mohamed disait tout à l'heure, la vie des partis politiques. Je voudrais vous dire, monsieur Mohamed Diamidi, je ne sais pas, je pense que vous faites partie d'un parti politique. Donc, je voudrais dire autre chose. Oui, quand même. Vous le savez. Autant que nous sommes, c'est un politique. C'est un politique, oui. C'est un collègue politique. Donc, du coup, vous savez quoi? C'est un collègue. La vie du parti politique, oui, quelle que soit la décision qui est prise au sommet, impacte aussi bien que le petit militant de la base, que le plus haut responsable du sommet. Donc, ce qui se dit et se crie par les militants aujourd'hui de tel ou tel parti est valablement légitime. Parce que sans la voix de ce militant-là, celui qui soi-disant est au Parlement, qui représente ce parti-là, ne serait pas là. Ou du coup, au gouvernement, ne serait pas là. C'est parce que le militant est militant à la base que le président de la République se dit, vous êtes fort, vous êtes un grand parti, venez dans mon gouvernement. Soyez dans les institutions. Ok, vous avez des députés, je peux discuter politique avec vous. Donc, je pense que nous devons quand même respecter aussi nos responsables et le petit militant qui est à la base, qui permet aux responsables d'être responsables et d'avoir le pouvoir politique, puisque ce pouvoir politique qu'il exerce vient de la base et cela lui est attribué par le mouvement. Donc, pour finir. Oui. Pour finir sur ce sujet. Ah oui, je pensais que vous aviez dit à finir. Non, pour finir sur ce sujet, oui, je voudrais simplement encourager le président de la République à continuer, oui, à motiver sa mouvance à plus d'ouverture, plus de lumière, de clairvoyance dans ce qu'ils veulent faire, et ne pas oublier, dans la mesure du possible, pourquoi pas, d'associer les autres partis politiques, oui, à cette révision de la Constitution. Je n'avais pas fini tout à l'heure, donc je disais que, en fait, si pour moi la question se pose comme ça, est-ce que la seule révision du code suffira à avoir un processus électoral qui marche bien? On ne peut pas réviser le code seul sans toucher à la Constitution. Pour moi, la réponse est non. Et comme l'ont affirmé les partis, UPR, le BR, il faut rester dans une idée de globalité pour ne pas à chaque fois devoir revenir pour voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. Je voudrais dire, en réponse à ce que vous avez dit, on a révisé il y a 3 ans. La Constitution, quand elle a dit qu'on peut réviser, n'a pas mis de limite. La Constitution n'a pas dit que si on a révisé aujourd'hui, il faut attendre la décennie prochaine avant de réviser. Elle n'a pas dit ça. Donc, on respecte ce que la Constitution a dit. La Constitution a dit qu'on peut réviser et elle a dit comment et qui peut. Donc, tant que c'est respecté, tous les débats on a fait ça il y a 2 ans, pourquoi on veut encore faire ça maintenant, pourquoi on est pressé, pourquoi on insiste, oui, c'est des faux débats. Les problèmes du pays ne sont pas là. L'ouverture du chef de l'État, pour moi, à mon avis, est manifeste et les 2 partis l'ont réaffirmé. Maintenant, quant à la mise en œuvre
du processus de révision aussi bien du code électoral qui peut aller et qui peut déboucher et qui, de mon point de vue, doit déboucher sur la révision de la Constitution. On devrait pouvoir faire le débat. C'est aux partis maintenant de poser le problème. Et puisque, comment on appelle donc, les démocrates, ils ont l'habitude de bien le faire, sortir le débat de là-bas et l'amener sur la place publique. La dernière fois, le président des démocrates était le premier à amener le débat de révision ou de troisième mandat sur la place publique, alors que ça n'avait même pas encore été évoqué. Donc maintenant que ce débat a été évacué, que la question du troisième mandat et qu'on soit été évacué, qu'on ne reviendra plus à la Constitution de 1990 et tout ça, tout ce qu'il disait là, et qu'ils pensent que réviser le code électoral pour eux, c'est normal. Parce que pour moi, ce que ça implique, je voudrais peut-être leur rappeler, quand ils disent ça, je voulais leur rappeler que le code électoral dont on parle là découle de la révision de 2019. Donc, si vous acceptez ça, c'est qu'in fine, vous voyez ce qui va avec. Et donc, si on constate que ce qui est mieux, qui va arranger, qui va permettre d'avoir un meilleur fonctionnement, c'est-à-dire qu'un meilleur processus, c'est d'aller revoir les dates. Puisque l'ordre des élections et les dates, c'est au niveau de la Constitution que cela a été fixé. Et c'est ça en réalité qui pose problème. Donc, au lieu de chercher à arranger le code pour voir, c'est-à-dire qu'à chaque élection, appeler les mathématiciens pour voir quelles sont c'est-à-dire que les combinaisons possibles pour qu'il n'y ait pas chevauchement de dates. Pourquoi ne pas choisir un modèle qui met tout le monde à l'aise? Et moi, je pense que c'est l'ordre des élections qui pose problème. Permettez à ceux qui sont là de pouvoir parrainer. Ça veut dire simplement qu'il faut mettre l'élection présidentielle avant et mettre les élections générales après. Ça ne posera aucun problème. Et si l'on ne remet pas en cause l'idée d'élection générale, ça veut dire qu'on ne remet pas en cause cette constitution qui est là. Puisque le fait d'avoir révisé la constitution, ça n'a pas empêché l'opposition d'être au Parlement et d'avoir aussi des parrains. Eux-mêmes, ils ont des parrains maintenant. Moi, je veux même voir comment ils vont faire. Ils avaient fait le procès aux autres 30 ans de vouloir parrainer ici ou de ne pas parrainer ici. Maintenant, eux-mêmes, ils ont des parrains. Ils en ont plus que le nombre qu'il faut pour un candidat, enfin, pour un duo de candidats. Donc, le reste, qu'est-ce qu'ils en feront? Voilà des choses sur lesquelles moi, je les attends. Et donc, pour moi, quand on fait ces pas-là, c'est-à-dire qu'in fine, on accepte aussi d'autres choses. Et je le répète, le fait de dire qu'on ne veut pas de la révision, pour moi, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant. La révision, pour moi, elle s'impose. Il faut le faire. Autrement, il y aura de la pagaille. Et on s'entend une bonne fois pour toutes sur quelque chose qui marche de façon pérenne. Et quand il s'agira encore peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, selon le progrès que la nation est amenée à faire de réviser, bon, pour moi, ce n'est pas les débats qu'on devrait faire. C'est juste à chaque fois de dire quelle est la nécessité, de quoi on parle, en quoi ça va améliorer le vivre ensemble et le progrès de la nation. Pour moi, les choses sont simples. Maintenant, comme on n'a pas encore déposé sur la table ce qu'on veut réviser, ce qu'on veut faire, comme on n'a pas encore déposé officiellement. Officiellement, j'estime qu'au moment opportun, on sortira le débat et chacun de nous va opiner. Et globalement, tout le monde, toutes les obédiences, tout le monde va opiner sur comment le faire. Est-ce que c'est plus opportun? Enfin, est-ce que c'est ce qui est mieux? Pas en termes d'opportunisme. Et je voudrais dire une fois pour terminer que cette histoire de révision opportuniste, là, moi je veux que, en tout cas, je pense, il faut qu'on cesse ce genre de débat là. Quelle révision ne serait pas opportuniste? Tout est opportunité. On était à une étape. Aujourd'hui, on dit que c'est parrainage. C'était une opportunité. En tout cas, on a vu que ce n'est pas mauvais. Donc, on trouvait encore l'opportunité de faire autre chose. Donc, le fait de dire que, ceux qui disent même révision opportuniste, quand vous leur demandez ce qu'ils mettent dedans, ils vont dire que ça ne sert pas à la cause de quelqu'un. Comment ça ne va pas servir à la cause de quelqu'un? C'est pas je trouve que c'est des trucs, on cristallise l'attention de tout le monde sur quelque chose qui ne nous fera même pas avancer. Voilà. Sur quelque chose qui ne nous fera pas avancer, on va peut-être attendre d'avoir les différentes moutures de ce qui est proposé pour aller un peu plus loin. Oui, absolument. C'est tout l'intérêt en fait du débat. Mais moi personnellement, bon, je pense, je dis personnellement, moi je pense que cette révision là, oui, telle que elle se profile à l'horizon. Révision du code électoral, oui, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, c'est depuis 2019 que, en tout cas, ces défaillances ont été notées. Donc, la révision du code électoral va forcément impliquer la révision de la Constitution. Maintenant, je pense qu'on doit avoir l'honnêteté ou la congruité intellectuelle de dire de quoi il s'agit vraiment. Parce que
à travers les réseaux sociaux, on entend parler du mandat du président. On va même parler même de la date, en fait, de l'âge limite, tout ça là. Je pense que le débat ne devrait pas être là. Et là, on doit poser véritablement le débat et laisser tomber, au fait, les débats émotionnels d'une manière ou d'une autre et poser véritablement le problème techniquement parlant. Je pense qu'on doit essayer de faire comprendre aussi aux amis d'enfance, les opposants, que la révision du code électoral qu'ils désirent réaliser ne peut véritablement qu'être une évidence si on ne touchait pas à la Constitution qui autorise véritablement ce code électoral. Je pense que c'est là. Et on doit être véritablement honnête et pour se dire la vérité. Donc, je pense en réalité aussi, au-delà de cette révision de la Constitution, il y a aussi d'autres préoccupations nationales qui doivent aussi être prises en compte. On verra bien en son temps. Quelque chose à ajouter ou on attendra que ce que vous auriez entendu ou appris devienne officiel pour aller plus loin. On attendra peut-être que ce que vous auriez appris dans les coulisses officieuses devienne officiel. Non, c'est la rumeur. Vous savez, la rumeur au Bénin. Bon, vous l'avez dit, la rumeur ne gouverne pas. La rumeur ne gouverne pas, je l'ai dit, c'est vrai. Oui. Mais malheureusement, la rumeur au Bénin, d'abord, dans un premier temps, elle reste sur la rumeur, mais elle finit toujours par être une vérité. On va attendre que les choses... Moi, je voudrais dire, pour finir... Oui, finissez. Appeler juste les députés de la mouvance et de l'opposition à discuter. C'est dans le débat que rejaillira la lumière de l'opportunité s'il faut réviser ou pas. Il ne faut pas rester campé, dire on ne peut pas toucher. Il faut aller discuter. Nous sommes en démocratie. Et la démocratie sous-entend débat, discussion, vote, consensus, etc. Tout ce que vous pouvez mettre. Donc, si vous êtes des démocrates, je le prends comme ça, vous devez accepter quand même, aller à la table de négociation, discuter. Et si ce qu'on amène de l'autre côté ne vous plaît pas, faites des propositions pour voir si, à partir de vos propositions, les autres vont revoir leur position et pour nous permettre d'avancer. Donc, j'en aurais fini sur ce point. Permettez-moi de dire la même chose. Au lieu, ils peuvent prendre ça comme un conseil, parce que on ne cherche qu'à avancer. Plus de se cristalliser sur le fait qu'on ne va pas réviser là. Ils n'ont encore rien dit d'officiel. Je parle des démocrates. Oui, non, eux aussi n'ont encore, le parti ne s'est pas encore prononcé. Le vice-président encore, si on s'en tient encore une fois, il faut prendre les précautions d'usage. Si je m'en tiens à ce et vanté dans les le réseaux. président et un des députés qui était présent. Oui, voilà. Si c'est je des m'en positions tiens à personnelles. ça, Le parti n'a pas encore formulé de position. Ok, d'accord. Mais si je m'en tiens à ça, ils sont dans une logique. Et au lieu de prendre le temps pour dire on ne va pas réviser, on ne va pas réviser, ils feront mieux d'aller chercher à se concentrer sur leurs propositions dans la révision. Ils nous ont promis leurs propositions. Ce que eux ils vont vouloir qu'on mette dans la révision, parce qu'ils ont revendiqué, ils ont revendiqué des choses pendant la campagne, par exemple le contrôle parlementaire, le contrôle. Comment on va pouvoir faire ça? Donc qu'ils aillent, moi je leur conseille d'aller réfléchir par rapport à ça, avoir leur position et être prêt quand le débat se lancera, que de rester là à dire on ne veut pas et qu'après qu'ils soient surpris, parce que il semble que c'est des gens qui sont souvent personne ne dit encore qu'on ne veut pas, j'insiste. C'est des gens qui sont souvent surpris. Voilà, je reste avec vous, je ne sais pas si vous êtes amateur de football, on est en pleine Coupe d'Afrique, là on vient de passer la première phase, les huitièmes débuteront demain. Il y a quand même disons un constat flagrant quand vous prenez toutes les équipes, sur les 14 équipes qui sont qualifiées pour cette phase de la compétition, la moitié vient de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Guinée-Conakry, Sénégal, Mauritanie, Nigeria, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Le Nord, le Maroc et l'Égypte, l'Afrique centrale, Guinée équatoriale, Cameroun et RDC, l'Afrique de l'Est, Namibie, Afrique du Sud. Je ne sais pas si j'ai manqué, puisqu'il y a l'Égypte, je dois avoir manqué une équipe. Comment vous expliquez, et ça s'est déjà observé quelque peu au Cameroun, aujourd'hui c'est encore plus flagrant, l'Afrique de l'Ouest, disons, comment vous expliquez que
la plupart de... En tout cas, que l'Afrique de l'Ouest soit aussi fortement représentée. Bon, je ne pense pas. Parce que même en début, sans vouloir couper en début de compétition, à part le Bénin, le Togo et peut-être la Sierra Leone et le Libéria, tout le reste. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest étaient représentés. Pour moi, ce n'est pas un hasard, mais ce qui pour moi peut expliquer ça, c'est le sérieux qui est mis au niveau de ces nations-là, donc de ces équipes-là, pour préparer les équipes et se préparer à la compétition sportive. Parce que le football aujourd'hui, ce n'est plus une question de passion, c'est beaucoup plus une question d'industrie. Et donc, c'est toute une industrie. Et donc, les pays qui se préparent le mieux arrivent toujours à se faire représenter. D'abord, une chose, je ne sais pas, je ne me suis jamais amusé à compter pour voir, est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a plus de pays que dans les autres compartiments. Je n'ai pas fait ce calcul-là. Maintenant, est-ce que cela peut justifier cela? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, la passion du football est partagée par pratiquement tous les pays. Maintenant, ça dépend du sérieux que chaque pays met. Il y a des pays qui s'organisent de plus en plus, des pays comme le Sénégal, bon, la Côte d'Ivoire n'est pas loin, des pays comme le Mali, des pays comme la Guinée. Ces pays-là, je sais que, le Burkina aussi, c'est des pays où la culture du football est là, les gens se préparent sérieusement pour la chose. Et le Bénin, c'est pas parce qu'on n'y est pas que... Voilà. Il y a quelque chose, bon, peut-être que je vais devoir revenir à ça. Donc, je ne voudrais pas expliquer ça par ce qui est sûr, le phénomène. Depuis qu'on est passé à 24, l'Afrique de l'Ouest est fortement représentée. On va dire que la partie du continent qui en a vraiment profité, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, parce que je n'ai pas fait les calculs là, donc je ne sais pas si c'est la géographie par rapport au nombre de pays qui a pu favoriser, mais le nombre, c'est une chose. Le nombre de participations, c'est une chose. Se retrouver à la phase de qualification. Évidemment que si les équipes sont de meilleure facture, si les équipes sont bonnes, qui se préparent au mieux, et qu'ils sont nombreux à venir déjà de l'Afrique de l'Ouest, il ne serait pas étonnant qu'on les retrouve nombreux aussi à la seconde phase de qualification. Toutefois, c'est que forcément, il y a eu plus de préparation et ça peut s'expliquer par aussi d'autres raisons que la constitution des équipes. Quand on voit les équipes qui ne s'en sortent pas le mieux, c'est des équipes qui ne sont pas beaucoup plus basées sur ce qui se fait localement. Par contre, quand vous voyez, ça c'est mon observation personnelle, les équipes qui sont qualifiées là, ils sont beaucoup plus basés sur ce qui se passe localement, c'est-à-dire qu'ils ont des championnats réguliers, il y a des centres de formation, ou tout ce qui est aussi bien au niveau de la fédération que du ministère. Il y a une politique sportive bien élaborée et qui est bien structurée, que les gens suivent et ils mettent les moyens qu'il faut. Et quand je dis les moyens qu'il faut, c'est pas seulement finance, mais aussi l'homme qu'il faut, surtout à la place qu'il faut. Et ça leur permet d'avoir les résultats qu'il faut. Et c'est des gens qui ne trichent pas. Quand je dis qu'ils ne trichent pas, je vais être clair et je fais référence à ce que nous faisons ici. Quand vous ne vous préparez pas pour quelque chose, ne vous attendez pas à avoir les résultats que les gens qui se préparent pour la chose ont. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas du Bénin, nous avons un championnat, mais pendant longtemps, nous n'avons pas eu de championnat et nous n'avons même pas eu de régularité. Et des joueurs qui ne sont pas payés. Il y a tellement de facteurs qui ont fait que pendant longtemps, notre football n'a pas pu émerger. Oui, mais maintenant, en même temps, personne ne connaît le championnat du Cap-Vert non plus. Ou du Cap-Vert. Personne ne sait. Mais le Cap-Vert est là. Personne ne sait quoi. Ils ont un championnat qui se déroule régulièrement. Oui. D'abord, la première des choses dans tout ce que l'on fait dans la vie, c'est dans la régularité. Et en termes de régularité, Dieu sait que nous avons été souvent absents. Et c'est quelque chose qui nous a porté préjudice. Moi, je veux croire que sur la base de ce qui se fait actuellement, quand vous prenez ce qui se fait actuellement, d'abord, vous avez du plaisir à regarder en termes d'image ce que nous produisons ici. Et au moins, on sent que des gens se donnent. Si on fait ça encore pendant 10 ans, je veux espérer que on pourra participer à 3 cannes, 5 cannes de suite et on pourra se qualifier régulièrement pour la deuxième, voire les demi-finales. Innocent Cotonou, j'avais oublié le Cap-Vert tout à l'heure, donc 8 équipes suisses viennent de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais je peux d'abord dire félicitations à toutes les équipes, toutes ces équipes-là qui représentent partie UFOA A et UFOA B, donc 50% de participation. Faut surtout faire remarquer que le football dans l'Afrique occidentale a nettement progressé. Et Mohamed a parlé de la régularité du championnat, mais il y a aussi les moyens, des moyens colossaux qui ont été véritablement injectés dans ce football-là.
la gestion aussi des transferts, puisque l'objectif, quand vous prenez le cas du Cap-Vert, il y a une politique sportive que la fédération capverdienne a mise en place qui permet aux joueurs de trouver des débouchés, surtout en Portugal ou en Espagne. Ouais. Et là, quand le joueur se professionnalise davantage, il découvre le high level, le haut niveau. Et quand il revient au pays, il s'y donne énormément. Et aussi c'est des joueurs qui connaissent aussi les championnats, qui connaissent un peu le football africain. Ouais. Parce que certains pays comme la Côte d'Ivoire s'est cherché parce qu'ils sont allés chercher des jeunes, la plupart peut-être des binationaux aussi, qui ne sont pas véritablement connectés et par rapport à la réalité purement africaine. Donc, il faut dire félicitations à toutes ces fédérations-là. Notons qu'en plus des cadres qui ont l'habitude de sortir de la zone des phases finales, il y a le Cap-Vert qui s'y ajoute maintenant, la Mauritanie qui a créé la surprise, justement contre l'équipe de l'Algérie, 1-0. Et même cette équipe était pratiquement difficile à manœuvrer. Lorsqu'elle jouait contre les étalons, lorsque les étalons, c'était dans les ultimes minutes que le penalty transformé par Bertrand Traoré a été fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut que se féliciter. Maintenant, l'objectif est que, en termes d'effectifs, ils sont 8. Mais c'est pour la prochaine phase. C'est pour la prochaine phase parce que pour gagner une CAN, il faut 7 matchs. Ils ont déjà joué 3 matchs. Il reste 4 matchs encore devant. Il va falloir qu'ils puissent cravacher dur. Parce que là, les matchs à élimination directe... Au moins, ce qui est sûr, on aura 2 au minimum en quart de finale, puisqu'il y a des duels Sénégal-Côte d'Ivoire, Cap-Vert. Il y a même Mali, Burkina Faso. Au moins, on aura 2 de l'Afrique de l'Ouest à la prochaine phase, mais on verra bien comment les autres vont se comporter. On pourrait avoir plus que 2 aussi. Oui, parce que le Sénégal, c'est la meilleure défense avec un seul but et la deuxième meilleure attaque avec 8 buts. Oui, mais bon. Le Cap-Vert aussi qui a... Comme certains me disent, c'est un nouveau championnat qui commence dès demain. Oui, voilà. Oui, bon, ils ont tout dit. Sinon, ça se voit que le football... Je ne suis pas trop foot. Vous préférez la pétanque? Non, mais le basketball, oui. Mais... Ah, le basketball. On trouvera un sujet les autres fois pour le basketball. Avec plaisir. Vous aimez bien les guépards volants? Comment? Vous aimez bien les guépards volants? Mais le basketball évolue aujourd'hui avec Yuzu League. Pourquoi pas? Coton. Ça, c'est de la pub que vous faites. Mais c'est une réalité. Oui, d'accord. C'est une information que j'apporte. C'est une information. Quelle est la probabilité? Mais néanmoins, je regarde le foot. Je suis en train de suivre quand même la Coupe d'Afrique des Nations, puisque je soutiens quand même une équipe, particulièrement l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Côte d'Ivoire qui est en difficulté. Vous avez fait beaucoup de calculs. Moi, je soutiens le Sénégal. Je veux que le Sénégal, avec la grâce de Dieu, nous sommes sortis. Nous avons quand même fait tous les calculs. Ils ont été même supportés, les Marocains. Voilà, on va finir là-dessus, sur cette note un peu plus légère. La 8e de finale débute demain. On verra bien ce que nous réserve la suite de cette Coupe d'Afrique. Merci Mohamed Yamidi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Ils nous sont Wiener Godonou, journaliste sportif, professeur d'allemand, Habib Adjaï, acteur politique, analyste politique et entrepreneur dans la vie. Merci pour vos échanges, mesdames et messieurs. Nous sommes au bout de cette émission pour le compte de cette journée et du grand soir pour le compte de cette semaine. On se retrouve bien évidemment dès lundi pour d'autres développements. Bien entendu, vous pouvez revivre nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application Télé Bénin. Télé avec vous, pour vous.